Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans notre journal. On regarde les titres de ce mercredi 4 mai. Vox Populi parade contre la Gay Pride. Le groupuscule nationaliste souhaite remettre une pétition au préfet d'Indre-et-Loire visant à interdire le rassemblement des homosexuels le 21 mai prochain. L'association Lesbian Gay Pride a rapidement déploré cette action. 10 ans après, quel bilan pour le TER? Quelques années après le transfert de l'organisation du transport régional de voyageurs aux conseils régionaux, quels sont les résultats? Une décentralisation réussie selon Jean-Michel Baudin, vice-président du conseil régional délégué au transport. La môme en noir et blanc, Hugues Vassal, photographe personnel d'Édith Piaf, propose les clichés d'une légende. De la scène à la vie, l'exposition au Carrois des Arts de Montlouis-sur-Loire remporte déjà un franc succès. Vox Populi refuse que la Gay Pride ait lieu à Tours. Ce rassemblement organisé chaque année aura lieu le 21 mai prochain. Le groupuscule nationaliste fait circuler sur Internet une pétition visant à interdire l'événement au motif que la sexualité est une affaire d'ordre privé. L'association Lesbian Gay Pride Région Centre a regretté cette attitude qu'elle juge inquiétante. Anaïs Michaud. Un an après, les militants de Vox Populi remettent ça. Mais une simple manifestation d'une poignée d'individus contre une autre réunissant quelques 1500 personnes, c'est un peu léger. Aussi, pour exprimer leur mécontentement, ils ont trouvé un autre moyen d'action. La pétition qu'ils ont lancée il y a de cela un mois réunit sur Internet un peu plus de 370 signatures contre une tradition qui rime pour eux avec exhibition. Nous pensons que ce genre de défilé, qui a quand même une forme de décadence, puisque vu les tenues des participants, ça laisse quand même, ça montre une certaine négligence. Voilà, on n'a pas à exhiber une marginalité sexuelle sur la voie publique. Le collectif espère bien être reçu par le préfet, pétition en main, pour lutter contre cette exhibition. Et si l'homophobie reste importante, un collectif contre la Gay Pride, c'est unique en France. On ne peut être que navré de cette spécificité tourangelle. On a des spécialités locales dont on est plus fier. Moi, je trouve ça très inquiétant aujourd'hui qu'en France, il y a encore des associations d'extrême droite pour réclamer l'interdiction d'une manifestation tout à fait pacifiste et qui se réunit uniquement pour réclamer l'égalité des droits. C'est notre mot d'ordre de cette année. En 2011, je marche, en 2012, je vote pour l'égalité des droits. Et justement, c'est bien ce slogan qui pose problème. Selon le collectif, en effet, rien d'homophobe dans leur démarche qui ne vise pas les personnes, mais bien la manifestation en elle-même et le militantisme sous-jacent. C'est pas simplement un carnaval rigolo, non, c'est vraiment un rendez-vous politique. Nous sommes contre cette façon, nous sommes contre leurs opinions et nous manifestons notre mécontentement. Et je rappelle que c'est pas qu'une manifestation contre la Gay Pride, c'est une manifestation pour la famille, pour la vie, pour soutenir des socles naturels et intemporels qui font, qui forcent l'édifice d'une société stable. Pour résumer, chacun aurait le droit de faire ce qu'il veut dans l'intimité, y compris aimer une personne du même sexe, à condition de ne pas s'exhiber, mais surtout de ne pas réclamer les mêmes droits que les couples dits plus naturels. Rendez-vous donc le 21 mai prochain pour voir quel camp aura réuni le plus de suffrages. Didier Lombard, nouveau président du conseil de surveillance de ST Microelectronics, fabricant de semi-conducteurs. L'ancien patron de France Télécom a été nommé à la tête du conseil dans lequel il a été membre durant 3 ans. Je vous rappelle que Didier Lombard a renoncé à sa fonction de conseiller spécial de France Télécom au mois de mars, un départ souhaité notamment par le MEDEF et le gouvernement après les nombreux suicides qui avaient fait grand bruit entre 2008 et 2009. Le TER, 10 ans après, un bilan plutôt positif pour le transport régional. La décentralisation des compétences semble porter ses fruits. Un encouragement pour penser aux perspectives de l'industrie ferroviaire de demain. Marion Rabot. En 2001, la loi SRU transférait l'organisation du transport régional de voyageurs aux conseils régionaux. 10 ans après, les acteurs des régions françaises font le bilan au Vinci de Tours. Les TER se portent bien, progressent même et les clients sont au rendez-vous. Parce que le pays a besoin de plus de transport collectif. Il suffit de voir l'augmentation du prix des produits pétroliers. Et donc toute la discussion qui a eu lieu ce matin était de dégager des pistes pour faire en sorte que nous trouvions pour les transports express régionaux un nouvel avenir à l'image de ce qu'il a été ces 10 dernières années. Et l'avenir passe d'abord par la qualité de service, l'objectif numéro 1 de la SNCF.
Pour la région centre, il faut dans un premier temps adapter l'offre aux besoins et investir dans le matériel. Problème, le financement. Beaucoup de régions, et dont la nôtre, prennent quelque part sur leur propre denier pour continuer de répondre à ce défi du transport public, de la lutte contre le développement des gaz à effet de serre. Nous sommes aujourd'hui à un moment où les régions ne vont plus pouvoir continuer comme ça, quelque part, de puiser dans leur propre poche les deniers qui sont ceux de nos concitoyens. Durant ces rencontres, beaucoup de questions ont été abordées, et notamment celle de l'ouverture à la concurrence. Ce que je pense d'abord, c'est que ça n'est pas fait. Deuxièmement, avant de parler de libéralisation, puisqu'on nous dit en gros ça va être la solution, moi je demande à ce qu'il y ait un bilan qui soit fait de la décentralisation ferroviaire, de la prise de responsabilité des régions. Ça paraît légitime à tout le monde. Réseau Ferré de France, indépendant de la SNCF, a pourtant bien lancé cette ouverture à la concurrence pour le transport de voyageurs au niveau national en 2012. Bien évidemment, la SNCF s'organisera pour pouvoir répondre pour les régions qui le souhaiteraient à cette mise en concurrence et à continuer à opérer des trafics. Et donc nous, on n'a pas de point de vue sur la concurrence, on souhaite simplement que, puisqu'elle va arriver, nous soyons préparés et que l'ensemble du secteur se prépare. La gratuité des trains, la place des handicapés et celle des vélos sont des questions sur lesquelles vont se pencher la région centre. Le plus important étant de penser ensemble développement et économie. Transport encore, mais cette fois-ci, il s'agit d'un accident qui s'est produit ce matin à 8h30 dans le Loir-et-Cher, dans la commune de La Motte-Beuvron. Sur la route de Brinon, le conducteur d'un poids lourd a perdu le contrôle de son véhicule. Il n'y a pas eu de blessés, mais la route n'a pu être dégagée qu'à partir de 16h. Rencontre pour l'emploi au Sanitas. Joël Philippe, préfet d'Indre-et-Loire, organisée en partenariat avec les maires de Joué-les-Tours et de Tours. Une rencontre entre professionnels et jeunes du quartier, actuellement à la recherche d'un emploi. L'idée étant de combattre le chômage dans ce quartier sensible. Une cinquantaine de jeunes ont pu ainsi découvrir certaines professions. On écoute Edgar Pérez, directeur du cabinet du préfet d'Indre-et-Loire. L'objectif de cette journée, c'est on se rend compte au quotidien qu'un certain nombre d'offres d'emploi ne sont pas pourvues. Je pense notamment aux 30 000 emplois des métiers de la sécurité et qu'il y avait un intérêt à rapprocher ces métiers en tension des jeunes des quartiers de la politique de la ville qui n'ont pas forcément le réflexe ou le déclic de faire cette démarche. Donc c'est d'aller au devant d'eux pour leur proposer des postes et leur fournir des offres d'emploi, mais également des offres de formation avec nos nombreux partenaires, dont notamment Pôle emploi, la SNCF, la Poste, les armées, la police, la gendarmerie et tous les métiers de la métallurgie qui ont une multitude de postes à offrir. Propos recueillis par Arounsak Mifaison. Chenonceau, couleur de Google. Bientôt, vous pourrez voir des images panoramiques du célèbre château de la Loire, mises en ligne grâce à la technologie Street View de Google Maps. Un outil intéressant pour le tourisme ainsi qu'une occasion de voir comment ce travail est-il mis en œuvre. Maxime Kemener. Google et le château de Chenonceau, partenaires. L'association entre un des fleurons de la Renaissance et le géant de l'Internet a de quoi surprendre. Pendant plusieurs jours, ces drôles de tricycles ont sillonné le domaine du château. Équipés de 9 appareils photo, ils ont permis de numériser l'ensemble du parc. Les ingénieurs de Google ont ensuite traité ces clichés pour établir une cartographie interactive qu'ils ont ensuite intégrée au service Google Street View. Plusieurs autres châteaux avaient déjà sauté le pas, parmi lesquels Versailles, Chambord ou encore Fontainebleau. Ça se fait souvent assez simplement, on approche un partenaire, parfois ce sont des partenaires, des potentiels partenaires qui viennent vers nous, qui nous disent écoutez, on a vu votre technologie, ce serait extraordinaire si le château pouvait figurer sur Street View, ou à l'inverse, c'est nous qui allons les voir. On leur explique le programme et assez naturellement, ils comprennent que c'est un outil de promotion, de visibilité extraordinaire et gratuit. La gratuité. C'est le grand argument de Google. La firme américaine assume la totalité des frais de numérisation, fournit sa technologie sans rien demander en échange. Mais elle espère bien, en enrichissant encore son offre, devenir l'acteur incontournable de la cartographie en ligne. Une stratégie gagnant-gagnant en quelque sorte. Tout le monde va au cinéma, mais il y a quand même toujours des personnes qui vont au théâtre. Et je vais vous dire, Chenonceau, c'est aussi les oiseaux que vous entendez, les grenouilles que nous avons entendues tout à l'heure, une certaine lumière, une certaine paix. Et ça, vous en avez une idée par la vision sur écran, mais il n'y a qu'en
vous y rendant que vous pouvez vraiment le mesurer. Alors je pense que c'est juste peut-être, vous voyez, une façon d'amorcer l'envie de venir. Et pour les personnes qui n'aimeraient pas, eh bien comme ça, elles n'ont pas à se déplacer. Mais je pense que ça évite toute forme de déception. Prochaine étape dans ce que Google appelle la démocratisation de l'information, faire entrer sa technologie à l'intérieur des châteaux. En février, la firme a annoncé avoir passé un accord en ce sens avec le château de Versailles. Plus de 1000 œuvres devraient être, à terme, accessibles gratuitement sur Internet. Édith Piaf à Montlouis-sur-Loire. Hugues Vassal, photographe officiel de la Môme, expose des photos de l'artiste, des tranches de vie en noir et blanc. Pendant 7 ans, Hugues Vassal accompagnait la légende sur scène, mais aussi dans l'intimité. L'occasion de revenir sur cette rencontre entre le jeune photographe à l'époque et celle qui allait marquer la chanson française, Anaïs Michaud. Une Piaf entière, spontanée et généreuse. Voilà ce que raconte Hugues Vassal à travers sa série de photographies exposée au Carrois des Arts de Montlouis-sur-Loire. Celui qui a été le photographe officiel de l'icône de la chanson française revient pour l'occasion sur leur première rencontre. Au dernier moment, on m'a dit Hugues, il faut que tu partes immédiatement, il faut que tu ailles, photographier Édith Piaf. Moi, j'étais à l'époque stagiaire, je faisais les faits divers, les petits faits divers de banlieue, donc je débutais. Et je me suis retrouvé dans un train de luxe jusqu'à Dijon, il s'appelait le Mistral. Et je me suis retrouvé avec Édith Piaf au municipal de Dijon. Édith Piaf choisit donc de prendre sous son aile ce jeune photographe qui restera à ses côtés les 7 dernières années de sa vie durant, immortalisant ses joies et ses peines sans le moindre artifice. Piaf ne refusait de poser. Chaque fois qu'elle posait, c'était mauvais. D'ailleurs, j'ai fait une photo, c'est tout début. Elle a posé pour moi en 1955, c'est nul. En octobre 1963, à la mort de la Môme, Hugues Vassal devient photographe des stars, puis photojournaliste, toujours empreint de la même combativité que lui a transmise l'interprète de La Vie en rose. Et je pense que quand on a côtoyé et perçu un personnage de cette qualité, on ne peut que, je ne parle pas de réussite financière, mais on peut que réussir sa vie, et en tout cas passer à travers tous les orages qui sont une vie, et donc Édith, pour ça, était merveilleuse. Après New York, c'est donc dans la région que les photos font escale jusqu'au 8 mai, une exposition qui permet de faire revivre la Môme près de 50 ans après sa disparition. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans un instant avec Stéphane Le Foll, qui est notre invité de la rédaction, président de l'association Répondre à gauche. Le député européen mène la campagne de François Hollande aux primaires socialistes. On en parle tout de suite.